Day Trading, le podcast, l'utilisation de nos pertes en fin d'année. Salutations à tous et à toutes. Un nouvel épisode de podcast avec un sujet d'actualité, très d'actualité en fait en 2022. Qu'est-ce qu'on fait avec nos pertes? Une question qui se pose pour plusieurs personnes en ce moment avec la baisse des marchés qu'on a connue cette année. On va prendre le temps d'en jaser et d'identifier des pistes de stratégie pour les optimiser puis maximiser nos impôts. Alors, ouvrez bien vos oreilles et votre esprit parce qu'on va essayer ensemble de minimiser l'impact de nos pertes. Je suis en compagnie, comme toujours, avec mon mentor favori, Fuji Master, alias François Joly-Dubois. Comment ça va, mon préféré? Wow, je me sens privilégié. Ça va super bien, puis ça va être vraiment un bon podcast. Puis une petite parenthèse, on parle beaucoup de, cette année, les marchés sont down, fait qu'on passe, qu'est-ce qu'on passe comme perte? Puis je ne sais pas si Vincent il est apte à parler de ça ou c'est dans son champ de compétences, mais aussi dans la crypto-monnaie. Ça a beaucoup chuté, la crypto-monnaie. Puis, il y en a qui... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je ne sais pas s'il peut nous enligner là, un petit 2-3 minutes ou s'il peut pas nous conseiller, mais nous parler un petit peu de ça. Mais avant de se rendre là, dans le fond, moi, j'étais curieux. Je t'ai déjà entendu parler, mais tu as déjà connu ça, toi, François, des périodes de perte dans ta carrière, hein? Et Colin, oui. Ça fait partie de la game. Oui. Sur 28 ans, là, on va se dire les vraies affaires. Là, on n'a pas tout le temps des années positives. J'ai eu 3 années négatives. 3 années négatives. Fait qu'on peut dire que cette année-là, j'aurais pu pas travailler puis j'aurais fait plus d'argent. Mais sinon, le combat de tous les jours des day traders, c'est prendre des pertes. Là. Oui, on peut avoir une année négative, mais on peut avoir un mois négatif puis ça joue beaucoup sur le moral. Un matin, justement, dans la session en direct, là, dans le chat room, il y a quelqu'un qui dit Hey les boys, qu'est-ce que vous faites, vous autres, quand vous avez une mauvaise séquence, quand ça fait, mettons, 4-5 pertes de suite de transactions qui virent en perte? Donc, oui, c'est ça. Il peut y avoir des pertes à la fin de l'année, mais même à chaque jour, là, quand on est day trader, c'est vraiment dur pour le moral. Il faut prendre du recul, il faut prendre une pause. Mais l'important, moi, comme que je dis toujours, c'est de finir l'année positive. Mais dans tous les cas, moi, là, pourquoi je voulais qu'on le souligne, dans le fond, c'est pour motiver les gens, c'est que dire, pas parce que ça nous arrive qu'on a une couple de mois ou une année à perte, que ça va être comme ça tout le temps. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher, là. C'était ça. Non, exactement. Mais si on commence notre première année puis c'est négatif, c'est dur la deuxième année. Mais moi, j'ai été chanceux. La première année, j'ai été profitable, mais le premier 6 mois, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai fini l'année positive. Puis je pense que j'ai eu 2-3 années positives. Puis je pense que la 4e ou la 5e a été négative. Fait que j'avais eu quand même j'avais une bonne run, là, 3-4 années positives. Mais j'avoue, quelqu'un qui échec par-dessus échec puis qui finit négatif 1 an, 2 ans, ça peut jouer sur le moral puis ça peut faire qu'on veut abandonner. Puis je peux comprendre aussi. Là. Mais bref, on continue. On garde le moral. Donc, tu l'as comme un peu mentionné. On a un invité, en fait, c'est la 2e fois qu'on le reçoit au podcast, puis on est très heureux. Donc, Vincent Busque, fiscaliste, qui a eu le super réflexe par lui-même, de sa propre initiative, de nous inviter à couvrir le sujet. Donc, bonjour Vincent, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est sûr que c'est la fin d'année autant en fiscalité qu'en trading. Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui est beaucoup plus adressé en fait aux gens là, qui détiennent à long terme. Parce que le day trading, les pertes, c'est des pertes courantes. Donc, on va couvrir tous les aspects, là, je dirais, qu'on pourrait avantager notre fiscalité en fin d'année, puis répondre aussi à des questions qui reviennent vraiment souvent sur le groupe Facebook notamment. Là. OK, mais je veux quand même dire que j'ai trouvé ça vraiment attentionné de ta part. En fait, c'est la première fois qu'on a un invité qui s'invite, puis je suis très heureux de ça. Ça me fait plaisir. Je peux déjà t'annoncer que je vais m'inviter pour la période REER. OK, c'est bon. L'autre stratégie, en fait, qu'on peut utiliser, c'est vraiment de réduire son revenu imposable avec le REER. Puis on va expliquer aux gens comment arriver pour maximiser cet effet-là. Là. Excellent, j'ai déjà hâte. Donc, c'est ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est que là, l'ordre du jour, exceptionnellement, c'est Vincent qui l'a préparé. Donc, moi, je vais servir un petit peu de maître de cérémonie. Là. Je vais nommer les thèmes.
Puis on va ouvrir les oreilles. On va essayer, moi et François, de commenter, mais quand même, on va donner l'espace à l'expert pour en profiter le plus possible. Donc, globalement, là, ce qu'on parle, c'est vraiment de stratégie fiscale de fin d'année. C'est le thème que tu as choisi. Est-ce que tu as un commentaire à dire là-dessus ou on embarque direct dans le sujet? En fait, le commentaire, c'est ce que tu as toujours en parler avec votre comptable ou la personne qui réalise vos déclarations de revenus. Parce que l'impôt, toujours, chaque individu, chaque compagnie a une situation particulière. Moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles, en fait, qui s'appliquent à tout le monde. Mais après ça, l'impact que ça va avoir, chaque personne, chaque entité va avoir un impact différent. Donc, c'est pas de dire, j'ai entendu ça dans le podcast, je déclenche toutes mes pertes, puis ça va me coûter moins cher d'impôts. Vraiment, dans chaque situation, je vais tenter de le couvrir le plus possible, mais il faut voir avec votre comptable c'est quoi le mieux pour vous. Mais vous allez avoir les grandes lignes de qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi l'impact de maximiser notre fiscalité de placement de fin d'année. Là. On commence avec l'utilisation des pertes en capital. Ce n'est pas nécessairement du day trading, c'est plus pour au niveau placement. Là. Exact. Si on commence, on va faire un petit retour. Là, ceux qui ont écouté les premiers podcasts qu'on a fait sur la fiscalité, on avait couvert la notion de revenu d'entreprise versus perte en capital. Donc, quand on parle de perte en capital, l'essence là, de la loi de l'impôt dit que faut que ça soit détenu en immobilisation. Donc, il faut que ça soit un placement qu'on détient longtemps pour avoir droit à une perte en capital. Versus le revenu d'entreprise, donc les day traders, eux, c'est un revenu régulier. C'est comme un salaire, on se le rappelle. Donc, il n'y a pas de notion de perte en capital. C'est vraiment dire, mes pertes, j'ai fait fur et à mesure. C'est sûr que si il y a des swings que je garde un petit peu plus longtemps, puis là, j'arrive proche du 31 décembre, j'ai eu une bonne année, c'est le temps de les déclencher. Tu sais, je veux dire, c'est de transférer des swings à perte dans une année profitable pour un day trader, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que on est déjà profitable, on a de l'impôt à payer sur notre revenu actif, donc sur nos transactions journalières, on a fait des profits. Puis là, on a des swings qu'on transférerait dans le 1er janvier qui sont négatifs. C'est le temps de tout liquider en réalité. Avant le 1er janvier, autrement dit. Avant le 1er janvier. À cause que, tu sais, ça me sert absolument à rien d'avoir des actions à perte le 31 décembre si j'ai un revenu imposable de mon day trading durant l'année. Puis là, j'ai une question qui me vient. Oui. Dans le fond, si je fais ça, dans le fond, je la ferme, mettons, ma trade qui est à perte. Ouais. Si je la rouvre le 1er janvier, ça fait quoi, ça? Bon, ça vois-tu, c'est la question que tout le monde se pose. C'est un point qui est un petit peu plus loin dans l'ordre du jour. C'est la fameuse notion là, de la perte apparente et du délai de 30 jours. Les pertes apparentes, là, je peux couvrir ce point-là. Qu'est-ce qu'une perte apparente? Premièrement, pour que ce soit une perte apparente, il faut que l'action, le bien, parce que la perte apparente, on peut la faire sur un chalet, sur une terre à bois, une terre agricole, un immeuble locatif. On peut le faire sur n'importe quel type de bien, mais il faut que ça soit détenu comme une immobilisation. Donc, le day trader, ça ne s'applique pas, le concept de 30 jours là, d'acheter, sinon ça deviendrait beaucoup trop compliqué. Vous savez que des traders, là, on peut acheter puis vendre la même action plusieurs fois dans la même journée. Fait que là, de comptabiliser toutes les in et out, des pertes, des gains, ça deviendrait extrêmement complexe. Donc, le concept de perte apparente s'applique seulement aux gens qui détiennent leurs actions à titre d'immobilisation, comme pour faire du gain et des pertes en capital. Donc, des investisseurs qui ont généralement plus long terme, qui s'imposent sous forme de gain en capital, qui vont payer seulement 50% là, sur leurs gains ou qui vont déduire seulement 50% de leurs pertes. Donc, tu sais, ça, on va revenir un petit peu à notre ordre du jour. Oui. Tu sais, on vient c'est où est-ce qu'il faut déclencher ces pertes en capital-là? Premier endroit, le REER. C'est pas recommandé parce que le REER, on ne peut pas les déduire, on ne s'impose pas sur nos gains, on ne s'impose pas sur nos pertes. Donc, REER, il n'y a aucun avantage à réaliser une perte versus un gain, c'est un compte qui est neutre. Le CELI,
C'est la même chose. C'est un compte qui est libre d'impôt. Donc, il n'y a aucun avantage à réaliser une perte ou réaliser un gain. Donc, le compte, où est-ce qu'on les réalise? C'est le compte comptant et où toute son compagnie là, qui aurait des actions en bourse. Souvent, les gens là, qui ont accumulé beaucoup d'argent vont avoir une société de gestion. Puis là, ils vont détenir leur compte de courtage dans la Inc. Ben, là, c'est vraiment des endroits que c'est avantageux. Donc, c'est un petit peu là, les places qu'on doit penser à maximiser notre fiscalité. Donc, vendre notre perte. Là. Quand les gens disent « tant que c'est pas vendu, on n'a pas perdu », là, c'est ça que ça veut dire. C'est fiscalement, en fait. Ouais. Moi, j'ai une petite question. Je reviens au début. Là, on parle souvent de Ève. Va voir ton fiscaliste, va voir ton comptable. Dans cette situation-là, encore là, ce n'est pas des recommandations, mais c'est-tu mieux de voir un fiscaliste ou un comptable? Tu sais, le fiscaliste, es-tu plus apte, es-tu plus outillé à faire une sorte de planification un peu plus complexe si quelqu'un a des trucs un peu plus complexes, là, mais quelqu'un qui c'est simple, peut-être son comptable, mais tu sais, ça vaut-tu la peine? Je sais que tu es peut-être biaisé, tu es fiscaliste, mais je veux dire, un fiscaliste, c'est-tu beaucoup mieux qu'un comptable? Je te dirais, en fait, c'est sûr qu'il y a toujours une notion d'importance relative, c'est-à-dire que si quelqu'un a eu des grosses pertes dans son trading là, ou dans ses investissements en bourse et est propriétaire d'une entreprise active, puis il y a d'autres biens, ben oui, en effet, il y a lieu à des grosses stratégies d'utilisation des pertes. C'est vraiment un volet de notre travail qu'on pourrait utiliser ces pertes sur ces placements pour venir réduire ces autres revenus d'entreprise, tout ça. Il y a des stratégies, mais pour que ce soit un fiscaliste, ça prend quand même une notion là, d'importance. Premièrement, parce qu'on est très occupé, puis aussi, ben, les coûts qui s'y rattachent, il faut que j'aille chercher un avantage monétaire assez important pour le client pour que ça soit intéressant qu'il me paye les honoraires qui vont être rattachés, parce que souvent, ces stratégies-là sont complexes. Il faut liquider des sociétés, en fusionner. Donc, bref, c'est ça. Un fiscaliste, c'est peut-être si on est en compagnie, si on a d'autres compagnies, puis on veut faire un melting pot là, un twist de quelque chose, là, on va dire, là, mais tout le temps dans la légalité, évidemment. Là. Mais bref, monsieur, madame, tout le monde. Un comptable. OK. Ouais. Ah, c'est sûr, si c'est pour sauver 100$, c'est pas ça l'idée. Là. Non, mais c'est ça, j'allais dire. Il faut que la personne ait perdu des montants appréciables. Là. Okay. Quand les pertes sont appréciables, ça nous amène un petit peu à l'autre point. On parlait de combien de temps qu'on peut reporter nos pertes. Si on continue sur les stratégies des reports de pertes, puis fiscalistes ou comptables, on peut reporter les pertes en arrière. Donc, on revenir dans nos années d'imposition précédentes. On ne se le cachera pas, après la baisse des marchés avec la pandémie en 2020, on a eu quand même une bull run qui a été exceptionnelle pour plusieurs personnes. Des actions qui ont fait du x5, x10, il y en a eu plusieurs. Puis, vu que le concept de perte en capital, c'est des gens qui détenaient leurs actions longtemps, ben il y en a là-dessus qui ont réalisé des gains là, exceptionnels. Je prends des exemples. Moi, ça a été NIO. NIO que j'ai acheté au très bas puis que j'ai vendu à 55$, ben j'ai fait au-dessus de x10 dessus. Fait que j'ai fait un gros gain en capital, mais en 2021, j'ai payé mes impôts par rapport à ça l'année dernière, avant que tout commence à baisser. Puis là, ben, cette année, je vais vous admettre, j'en ai des pertes en capital. J'ai des actions que j'ai à long terme qui sont à perte. Et qu'est-ce que je peux faire? Ben, c'est de dire, je vends, par exemple, qu'est-ce que j'aurais à perte là, que je pourrais vendre? Ben, j'ai des Square. J'ai des Square qui ont passé à perte. Fait que je pourrais dire, je vends mes actions de Square. Je réalise une perte en capital et je viens rechercher mon impôt que j'ai payé l'année dernière. Donc ça, c'est une stratégie qui est très intéressante parce que c'est de l'impôt qu'on a déjà payé. Notre argent est déjà rendu au gouvernement. Ils l'ont dépensé. Ben, on peut aller le rechercher. Puis c'est vraiment
au taux d'imposition de l'année dernière. Donc, si mon revenu imposable l'année passée était très élevé, que j'avais fait des gros gains, ben là, je vais prendre ma perte puis je vais pouvoir aller récupérer l'impôt que j'ai payé au taux marginal qui est souvent très élevé. Ça nous donne un petit break, là. Tu sais, si quelqu'un qui a perdu un certain montant, mais tu sais, puis là, on va dire qu'il y a de la misère ou peu importe, mais récupérer un 25, 50, 100 000 $ d'impôt, ben, c'est un beau kickback, là. Tu sais, dans le fond, comme tu dis, on va juste récupérer l'impôt qu'on a donné au gouvernement, là. Fait que c'est un peu normal. Ouais. Moi, je trouve que le commentaire est tellement bon, puis je réalise pourquoi c'était important qu'on le sorte avant la fin de l'année, cet épisode-là, tu sais. Parce qu'on l'aurait sorti en janvier, puis il est trop tard, là. On peut pas. C'était vraiment important de le sortir là. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs là, qui doivent être dans cette situation-là. Là. C'est normal avec les marchés qui chutent. Là, on a plein de stocks à perte. Là. Il y en a, on n'est pas des surhumains. Là, fait que on peut recevoir un chèque de $600, de 400 à 600 $ de Legault, mais sinon, on peut recevoir un chèque du gouvernement en encaissant peut-être des pertes. Là. On va prendre les deux. On va prendre les deux, oui. Puis, voyez-vous, pour être du pouce, là, pour une personne qui a un revenu quand même appréciable, là, ça peut quand même représenter entre 20 à 20, le maximum c'est 25 %, mais entre 20 et 25 % du montant de la perte qu'on va récupérer. Donc, une perte de 10 000 $ peut donner un retour d'impôt d'environ 2 000 $ pour un particulier. Puis, les gens qui sont imposés au plus haut taux marginal, ben, on peut aller jusqu'à 2 500 quand on passe là, le 50 % du taux d'imposition. Il faut extrapoler les montants parce que les gains ont été très grands en 2020-2021. Ben là, les pertes cette année sont très appréciables aussi. Du moins, on parlait de fiscalistes, tout ça, ben, on a des belles stratégies là, cette année. Au bureau, j'ai déjà mentionné, on a des bonnes compagnies de gestion qui ont des gros actifs sous gestion. Ben, nous, on appelle les courtiers, puis on dit, gars, l'année passée, on avait fait des gains de 400 000, 500 000, 1 million. Ben, cette année, déclenche-moi des pertes pour le même montant pour tout aller récupérer l'impôt. Mm-hmm. Puis ça, c'est... Dans la vie, il y a des certitudes, la mort, l'impôt. C'est une des façons d'aller le rechercher. Parce qu'une fois qu'il est rendu au gouvernement, il y a peu de chances qu'il nous le redonne. Puis combien d'années rétrospectivement nous pouvons aller 3 ans. 3 ans? 3 ans par en arrière. Et vers l'avant, c'est l'infini. Ah. Donc, okay. Mais par contre, par l'avant, c'est l'infini, mais on va pouvoir les déduire si jamais, éventuellement, on réussit à faire des gains. Un gain capital, obligatoirement. Un gain capital, bien important. Pour le day trader, lui, c'est fort simple, ça il prend juste du revenu. Si cette année, comme François disait, il y a eu des années à perte, ben ces années à perte, on peut être déduite contre ces années à revenu. Tu sais, tu dis on peut reculer 3 ans en arrière, oui. Mais exemple, mettons cette année, j'ai une perte de 100 000 $. Pourquoi que je n'irais pas la chercher tout de suite? Qu'est-ce que ça veut dire reculer 3 ans en arrière? Je vais pas récupérer 33 000, l'autre année 33 000, puis l'autre 33 000. Si je suis négatif à 25 000 $, exemple, mais je vais vouloir le récupérer tout de suite. Là. Qu'est-ce que ça veut dire reculer 3 ans en arrière? Je veux dire par là, c'est que, par exemple, en 2019, ton revenu imposable était de 100 000 $. 2020, ton revenu imposable était de 120 000 $. 2021, le revenu imposable était de 120 000 $. La stratégie, et cette année, en 2022, la perte est de, par exemple, 100 000 $. Ben, la stratégie, c'est d'aller récupérer l'impôt que tu as payé en 2019. La plus grosse braquette où tu es imposé le plus? Ou la plus grosse braquette, c'est quand même, dans les montants que j'ai mis, c'est la même braquette. Ouais. Je me suis aidé. C'est vrai. Mais tu comprends, c'est de revenir, à cause que si jamais en 2023, tu fais encore une perte, ben là, tu vas aller sur 2020. Si en 2024, tu fais encore une perte, tu vas aller sur 2021. Puis là, si tu fais encore une perte en 2025, tu vas commencer à manquer d'argent. Okay. Mais vous comprenez, on va rechercher les anciennes... C'est sûr que si pour un day trader, s'il est à perte de l'année courante, ben, il n'y aura pas d'impôt. Mais c'est juste d'aller manger le vieux revenu le plus tard possible, tout en s'en gardant si jamais notre séquence de perte elle continue là, vraiment. Là. Donc, à revenu égal, si 3 ans, j'ai fait le même revenu qu'il y a 2 ans, ben, je vais le chercher il y a 3 ans, parce que sinon, je le perds.
ne pourrait pas retourner Ouais. après. Fait que c'est ça, dans le C'est fond. ça. On se garde notre Et pour les auditeurs, là, pour récupérer cet argent-là, tout le monde peut le faire ou il faut être en compagnie? Non, tout le monde peut le faire. En fait, c'est que dans notre déclaration de revenus, faut produire un report de perte. Là, ici, c'est votre comptable. Idéalement, c'est que je connais pas les impôts experts de ce monde, les logiciels, comment qu'ils le réalisent, mais votre comptable, entre autres, va être capable de le faire. C'est vraiment de venir reporter la perte. Il y a des cases là, pour ça dans les déclarations de revenus. Pour les compagnies, c'est fort simple. Là. On a vraiment l'annexe 4 qu'on vient reporter nos pertes, puis tout est bien inscrit. Mais puis là, après ça, Patrick t'a amené un point intéressant. S'il y a des écarts majeurs dans le revenu imposable, là, on peut répartir notre solde de perte sur les années qu'on a payé le plus d'impôts, qu'on a payé le taux marginal le plus élevé. Par contre, généralement, les gens, c'est assez égal. Ça, vraiment, là, quand on vient pour maximiser le taux d'imposition, c'est peut-être mieux de voir le comptable, parce que lui va avoir vraiment les bons pourcentages, parce que ça change à toutes les années, hein, ces affaires-là, les braquettes d'impôts. Fait que si vous voulez, si vous avez des grosses variations dans votre revenu imposable, c'est clairement mieux d'en parler avec votre comptable. Parfait. Donc, c'est ça. Qu'on soit un day trader, un boursicoteur amateur ou professionnel, tout le monde peut le faire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Tout le monde peut aller récupérer des pertes si ça arrive. C'est ça. Là, tu avais une note sur au niveau des dividendes. Là. Oui. C'est que les dividendes, les particuliers, ça ne s'applique pas. Parce que les particuliers, on a un crédit d'impôt pour dividendes imposables qui vient combler là, l'impôt qui a été payé par la compagnie. Mais si on reçoit des dividendes dans une compagnie de gestion, c'est souvent le cas parce que nos parents nous ont légué des sommes ou on a créé une compagnie pour gérer nos actifs excédentaires. Ben, à toutes les fois qu'on reçoit un dividende qui provient d'une société en bourse, ben, le gouvernement nous offre 30% et 66, 30% et 2 tiers, en fait, du dividende qui nous l'offre en impôt. Donc, c'est sûr que ça vient couper notre rendement beaucoup du dividende. Puis, pour récupérer cet impôt-là, on doit se verser des dividendes personnellement. Puis là, on vient qu'on paye de l'impôt personnel, c'est une roue qui vire, ça fait qu'on ne reçoit jamais notre fameux impôt que le fédéral nous a prélevé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre la perte en capital qu'on a réalisée et la reporter sur cet impôt-là, l'impôt de la partie 4 qu'on appelle. Par contre, comme c'est seulement des sociétés, ici, je vous recommande vraiment d'en parler avec le comptable qui va faire votre déclaration de revenus de société. C'est vraiment quelque chose là, de particulier. Lui va savoir comment le faire, mais c'est possible de le faire aussi. Simplement, parce que c'est tout le temps l'impôt que les gens payent à toutes les années dans leur compagnie. Et on se dit tout le temps quand est-ce que je vais le récupérer. Puis nous, les fiscalistes, on leur dit ça va être plus tard, ça va être plus tard. Mais les pertes, on peut aller les rechercher aussi. Plus tard, c'est là. Plus tard, ça peut être là, en effet. Mais c'est bon de le garder. On garde ça dans notre manche. On a une carte, là, on a une option qui est là pour nous, là, en sachant ça, pour ceux à qui ça s'applique, parce que c'est pas nécessairement la majorité des gens, parce que ça prend une compagnie qui possède une autre compagnie qui reçoit des dividendes, là, ou tu as placé un placement et tu as reçu des dividendes. C'est ça, tout à fait. Okay. C'est, entre autres, là, les membres du Club des initiés, plusieurs sont au courant. Moi, j'ai une compagnie de gestion que j'ai mis de l'argent dedans. Ben, dedans, je reçois des dividendes tous les mois. Ouais. Puis je calcule comment il va falloir que j'envoie au gouvernement fédéral. C'est strictement fédéral, cette règle-là. Ben là, voyez-vous, si j'ai des pertes à la fin de l'année, ben, je vais les appliquer contre cet impôt-là. Tu sais. Ça paraît pas, mais ça va vite. Tu sais, si j'ai reçu, je vais mettre 10 000 en dividende, ben, c'est quand même 3 000 $ que je n'ai pas en capital. Pour, tu sais, tout le monde le sait qu'en trading, le capital, c'est le nerf de la guerre. Ça fait que, le moins qu'on en envoie, plus qu'on en a, mieux c'est. Exact. Donc, on va revenir sur la fameuse notion de perte apparente, parce qu'on a d'autres notions à couvrir là-dessus. Oui, la perte apparente. Comme on a mentionné, ça, c'est le sujet que tout le monde entend parler, que tout le monde, hey, c'est quoi la perte apparente? Comment il faut que je gère ça? La perte apparente, comme j'ai dit au départ, ça s'applique seulement et strictement aux gens qui détiennent
leurs actions pour le long terme. Ça ne s'applique pas aux day traders. C'est une notion là, que vous devez complètement, si votre objectif c'est le day trading puis vous imposez comme du revenu d'entreprise, ça ne s'applique pas. La perte apparente, c'est une notion qui dit je vends un bien à perte. J'utilise le terme bien parce que la loi de l'impôt dit que c'est un bien, ça ne s'applique pas juste aux actions. Comme j'ai dit, ça peut être un terrain, ça peut être une immobilisation. Je vends un bien à perte et dans un délai de 30, inférieur à 30 jours, je rachète, moi ou une personne affiliée, je rachète le même bien. Donc, on a eu deux éléments importants dans ce que je viens de dire. Le délai de 30 jours inférieur. Donc, si je rachète le même bien après 30 jours, je suis correct. Le concept de perte apparente ne s'applique pas. Donc, ça vient dire que je peux faire mes pertes en capital en date d'aujourd'hui, le 10 décembre, et après ça, si je rachète les mêmes titres le 12 janvier ou le 13 janvier, donc plus de 30 jours, ben j'ai pas la perte apparente. La perte apparente, qu'est-ce que c'est? C'est que ça vient dire que ma perte n'est pas bonne. Que si je rachète les mêmes actions dans un délai inférieur à 30 jours, ben, j'ai mon ancien coût. Fait que la perte que j'ai faite entre les deux, je peux pas la réclamer pour des fins fiscales. Elle n'est pas bonne, elle est refusée. Donc, elle est vraiment perdue. Pour éviter les magouilles. Oui, c'est un très bon point, ça, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ont pensé à ça. Hey, je vais vendre le 31 décembre, puis le 5 janvier, je vais racheter. C'est ça. Ça ne fonctionne pas, ça. Fait que ça ne fonctionne pas. Non, c'est important. 30 jours de délai, c'est important de s'en souvenir. Entre les deux. Puis supposons que, je sais pas, là, tu vends un produit, tu avais un indice quelconque, là, que tu as une perte là, en capital, puis là, tu rachètes un genre de ETF là, qui s'accote. Une autre sorte d'ETF. Oui, une autre sorte, mais qui est comme corrélée, là, tu sais, est-ce que ça passe? Ou... Non, c'est faut que ce soit un bien identique. Okay. Puis là, tu apportes sur un point intéressant. Qu'est-ce qu'un bien identique? Ben là, la loi de l'impôt, c'est plutôt les interprétations qui sont allées définir qu'est-ce qu'un bien identique. Je te dirais que ça peut être quand même assez large. Donc, si tu y vas sur des contrats puis tout ça, puis ça pourrait être jugé des mêmes contrats. Ça pourrait être la même chose. Sauf que des contrats, généralement, François m'a jamais dit qu'il détenait des MNQ plus que 30 jours. Là. Non, pour les contrats à terme, on s'entend que c'est surtout de l'intraday, mais c'est drôle que tu parles de ça. Tu sais, on joue des fois avec les mots, puis quelqu'un qui détient, exemple, on en parle souvent, là, le VFV, c'est un ETF qui reproduit le S&P 500. Puis, mettons que le S&P 500 est négatif cette année, puis quelqu'un qui veut reporter, mettons, une perte, ben, il peut racheter le 2 janvier, puis là, corrige-moi, mais encore là, j'imagine que c'est une zone grise, là, mais on peut racheter ZSP. C'est une autre sorte de ETF basé sur le S&P, mais c'est vraiment pas le même produit. Donc, rendu là, aux yeux du gouvernement, ça va être une zone grise ou... Ça risque d'être une zone grise. En fait, malheureusement, moi, je sais, pour l'avoir eu dans un dossier, qu'il y a une interprétation technique bien précise là-dessus. Puis, si les caractéristiques du bien, qu'est-ce que je m'en souviens, c'est si les caractéristiques du bien sont trop similaires, ben, le gouvernement va dire c'est le même bien, c'est un bien qui est identique, ta perte n'est pas bonne. Voyez-vous, moi, le meilleur exemple, c'est des fois dans les compagnies opérantes, on va avoir des catégories d'actions qu'on va appeler des A1, d'autres catégories qu'on va appeler des A2. Les deux actions vont être à toute fin pratique pareil. Ils vont donner droit à des dividendes, vont être participantes dans la compagnie. Le seul élément qui change, ben, c'est de dire que la première, c'est la série d'actions A1 et la deuxième, c'est la série d'actions A2. C'est comme les actions catégorie A ou B avec un droit de vote ou pas de droit de vote. C'est la même affaire, mais il y a une caractéristique différente, mais c'est le même produit. Oui, mais là, vois-tu, tu as mis le point sur... Là, le droit de vote est une caractéristique assez importante pour différencier le bien. Moi, dans mon exemple, les A1 et le A2 étaient identiques, sauf le 1 et le 2.
Là, le gouvernement va me dire, c'est exactement le même bien. Fait que dans ton exemple de deux ETF qui sont sur le SP500, fort probablement qu'ils vont dire que c'est la même chose, parce que tu reproduis les mêmes caractéristiques. Tu reproduis le SP500. C'est ça, rapidement, là, je pense qu'il y en a un, c'est BlackRock, puis l'autre, c'est Vanguard. C'est le même produit, sauf que c'est une compagnie différente. Ça serait intéressant, du moins, mais pour les fins là, d'aujourd'hui, je dirais c'était surtout de comprendre c'est quoi le délai de 30 jours puis tout ça. Là, les auditeurs, ils voient qu'on essaie d'être créatif, mais dites-vous une chose, à chaque fois qu'on se pense créatif, il y a quelqu'un d'autre qui y a pensé puis qui l'a déjà fait, puis le gouvernement s'est ajusté après ça. C'est ça, le A1, le A2, les charmants fiscalistes ont découvert ça, puis après ça, le gouvernement, on va enlever ça. Ou de dire, je vends, puis je le fais acheter par ma conjointe, mettons. Oui, c'est ça. C'est que là, on arrive à quand je parlais de la définition un petit peu de c'est quoi une perte apparente, j'ai parlé de personne affiliée. Personne affiliée, au sens de la loi, c'est quoi une personne affiliée? Moi, je suis affilié avec moi-même et je suis affilié avec toutes les compagnies que je contrôlerais et je suis affilié avec ma conjointe, au sens de la loi. Ils ont tout vu, ils ont tout deviné. Et attends, puis même, je suis affilié avec les compagnies que ma conjointe contrôlerait. Puis nos enfants. Les enfants, c'est correct. Ah, OK. Les enfants, c'est des personnes liées au sens de la loi. Ils sortent du concept d'affilié. Donc, le concept d'affilié, c'est vraiment de dire, puis là ça, c'est quand même particulier, parce que si on a un couple de traders, moi, je vais faire ma perte, mettons, sur Square, puis je sais même pas, puis ma blonde rachète du Square 15 jours plus tard. C'est vrai, ça. Mais oui, le gouvernement, mettons, qu'il voit ça, là, faut que tu te débattes, parce que les autres vont te cotiser automatiquement, là. Mais faut que tu te débattes. Là, tu apportes un point intéressant. La cotisation n'est pas tant automatique que ça. OK. C'est quand même un concept, il faut qu'il le voie, premièrement. Fait que c'est quand même un concept assez dur pour eux à détecter. On parle ici toujours de la bonne foi du contribuable, là, de ne pas le faire. Là. Mais c'est ça. Fait que, là, il faut avoir des renseignements sur les titres de sa conjointe. Ça devient un petit peu plus large, mais c'est vraiment rare. Mais dites-vous, comme vous l'avez dit, moi, c'est un concept qu'on applique là, dans les compagnies privées beaucoup plus, là, parce que c'est plus fréquent. OK, intéressant. Là, on était rendu, dans le fond, à quand provoquer nos pertes. C'est ça que j'ai dans mes notes. Oui. Bon, quand provoquer les pertes, c'est simplement, là, je viens de parler d'interprétation technique par rapport aux pertes apparentes. C'est qu'il y en a une qui est méconnue aussi dans le domaine du trading, mais ça s'applique un petit peu moins. C'est que pour le gouvernement, il y a deux dates. Hein? Il y a la date de transaction puis il y a la date de règlement. La date de transaction, généralement, ça va être la date quand on passe notre ordre. Vous savez, c'est quoi un ordre? Pouf, on le rentre, tout ça. Mais tout ça, là, c'est réel. On achète réellement les actions d'une compagnie. Il y a un ordre qui est envoyé au secrétaire de l'entreprise. Lui, il rentre comme quoi qu'on était actionnaire de l'entreprise à telle date. C'est réellement légal. On devient propriétaire de des parties d'entreprise. Et il y a un écart entre la date de transaction et la date de règlement. Pour que les pertes soient bonnes, il faut que c'est la date de règlement qui compte, pas la date de transaction. Ça fait que je vous dirais, c'est pas après le Boxing Day qu'il faut faire nos pertes. Parce que des fois, entre les deux, entre la date de règlement et la date de transaction plutôt et la date de règlement, il peut y avoir quelques jours. Avec l'informatique, ça s'est grandement amélioré. C'est-à-dire que, généralement, on va avoir 1 ou 2 journées entre les deux. Des fois, c'est la même date. Mais si je recule quelques années, des fois, il peut y avoir une semaine entre les deux. Fait que si on attend trop à la dernière minute pour provoquer nos pertes, il risque d'être comptabilisé dans l'année suivante. C'est pas ça qu'on va avoir, parce qu'on veut réduire notre revenu imposable en 2022. Ça va se voir sur nos relevés, dans le fond? Oui, okay. En fait, moi, je suis papier, là, beaucoup encore. Je reçois mes ordres de transaction vraiment papier, puis c'est vraiment mentionné sur le papier que je reçois. Puis je crois que j'essaie de rouvrir ma plateforme.
Je crois qu'on l'a dans notre historique. Pendant qu'il fait ça, dans le fond, en résumé, on se donne une petite période tampon d'une semaine là, pour être sûr. Là. Tout à fait. C'est ça que ça veut dire. Ouais, comme là, voyez-vous, actuellement, on est là vraiment dans la période des tax loss qu'on appelle. Là. Souvent, on entend parler de ça. Puis, on est là. Comme voyez-vous, là, je viens d'ouvrir Snap, ma plateforme. Puis, mes dates de transaction, là, j'ai du 8 décembre. Puis, mes dates de règlement, c'est le 12 de décembre. 4 jours. Qui est même pas encore arrivé, le 12. Là. Fait que, voyez-vous, c'est 4 jours déjà. Fait que c'est pour ça qu'on dit, là, quelque part comme le 25-26, là, c'est pas mal le maximum pour faire nos pertes. Là. OK. Ben, c'est un point très important. Parce qu'on peut penser faire la bonne chose, puis on le fait le 30 décembre, puis là, on se fait jouer le tour, puis là, nos plans changent automatiquement. Tout à fait. Là, ce qu'on va discuter, c'est les autres impacts de la réclamation de perte en capital ou en entreprise que tu voulais nous partager, là, comme les allocations familiales, par exemple. Bon, donc, voyez-vous, l'avantage, outre d'aller rechercher notre impôt des années antérieures, si on avait des gains en capital, ben, c'est sûr que plus qu'on va descendre notre revenu imposable pour les jeunes familles qui reçoivent là, des allocations pour enfants, ben, c'est sûr que plus qu'on va aller baisser notre revenu imposable en utilisant des pertes en capital ou des pertes d'entreprise pour les détradeurs, ben là, on va aller augmenter toutes les allocations que le gouvernement nous donne pour les enfants. Donc là, vraiment, ça devient très intéressant. Pour, à l'inverse, les personnes qui sont plus âgées, qui sont à la retraite, là, je pense que c'est le cas que ça s'applique le plus. La pension de la sécurité de la vieillesse, on sait que entre, grosso modo, 83 000 et 115 000, ben, on se la fait couper de revenus imposables. On la perd, notre pension. Puis, pour parler à des pensionnés à l'année, c'est quelque chose de très important pour eux. Donc, si on vient faire nos pertes, ben là, on avait des gains à reporter les autres années, ben là, on va venir réduire notre revenu imposable des années précédentes. Donc, le gouvernement va nous rembourser notre pension qu'on pouvait avoir perdu. Donc, c'est vraiment outre l'impôt, ben là, on récupère des pensions qu'on n'avait pas le droit parce que notre revenu imposable était trop élevé. Là, c'est doublement intéressant, je dirais, pour les personnes retraitées. Par contre, il y a un aspect négatif aussi pour les gens qui sont en revenu d'entreprise. Ben, vous, c'est un revenu qui est considéré comme du revenu gagné. Ça va réduire vos cotisations possibles pour le REER. Puis aussi, un autre impact négatif, ben, c'est l'image financière du contribuable. C'est sûr que si vous avez l'intention d'aller acheter une maison, vous voulez contracter une grosse hypothèque, ben, d'avoir un revenu très faible puis de reporter vos revenus, venir réduire vos revenus des 3 années précédentes à des montants vraiment bas, ben là, ça peut avoir des impacts sur votre qualification à une hypothèque. Surtout si tu es travailleur autonome, puis dans le fond, c'était intelligent de faire ça, mais la banque, elle marche avec des ratios, fait que tu ne marches plus des ratios. C'est ça. Exactement, c'est ça. Fait que c'est un petit peu les autres implications là, pour réclamer les pertes en capital. Là. Puis là, on termine avec Vincent parce que je veux aviser les auditeurs. Vincent, sa batterie de téléphone est sur le bord de lâcher. Fait qu'il restait un sujet qui était le retour sur nos impôts étrangers. Oui, donc le retour sur les impôts étrangers. Donc tout le monde a dit, bon, le gouvernement, il monte une retenue. Ben, je vous rappelle que dans votre déclaration de revenus, à la fin de la déclaration, c'est possible de demander un crédit d'impôt pour les impôts étrangers qui ont été payés. C'est vraiment là, textuellement inscrit dans la déclaration crédit d'impôt pour impôts étrangers. Pour le Club des initiés, notamment, je l'avais déjà mis dans le fil investissement long terme. Vous pourriez faire une recherche là, avec la loupe. Vous allez avoir exactement là, la ligne où est-ce qu'il faut l'inscrire. Marc m'arrêtait pas de me poser des questions là-dessus. Et fort probablement que je pourrais leur partager là, d'ici la période des impôts. Vincent, est-ce que c'est un fichier que tu avais uploadé? Excuse le terme anglais. C'est une photo. Une photo? OK. Ouais. OK. On pourrait peut-être, parce que dans le groupe Facebook, on a une section fichiers. Fait qu'on pourrait peut-être le mettre, convertir en PDF puis on peut, excusez encore le mot en anglais, uploader, je cherche le mot en français, là, mais on pourrait envoyer, télécharger. On pourrait téléverser le PDF là, dans la section fichiers. Là. Il y a déjà une 50. Okay. Moi, je mettrai le lien dans les notes
de l'épisode. Fait que vous l'aurez directement, si vous le faites, là. Puis ensuite, juste pour mentionner, dans les compagnies étrangères, c'est pas les compagnies étrangères, mais dans les sociétés de gestion, c'est exactement le même procédé. On vient chercher un crédit d'impôt pour les impôts étrangers qui ont été payés. Puis une petite note là pour finir, si vous n'avez pas d'impôt, parce que souvent dans les compagnies de gestion, on finit qu'on n'a pas d'impôt à payer, parce qu'on a divers frais dans notre comptable, puis on n'a pas d'impôt. Là, il y a un petit article, vous en parlerez à votre comptable, votre fiscaliste, c'est la stratégie de 110.5, qui est une stratégie que le gouvernement a créée pour permettre aux gens de créer un revenu fictif pour venir éponger notre crédit d'impôt. Puis ça nous crée des pertes autres qu'un capital qu'on peut reporter dans le futur. C'est quand même intéressant. Mais c'est vraiment très précis. Puis c'est plus votre comptable qui va pouvoir gérer ça avec vous, là. Très intéressant. Fait que ce qu'on comprend en conclusion avec Vincent, c'est que pour le day trader, c'est assez simple pareil parce que c'est un revenu d'entreprise. Donc, tu as gagné ou tu as perdu. Mais quand c'est du gain en capital ou des pertes en capital, là, la game change parce qu'il y a plusieurs avenues qui s'ouvrent. Moi, ce que j'aime de cet épisode-là, c'est que, souvent, moi, là, ce que j'ai appris, c'est privilégier, de toujours essayer d'aller chercher tout de suite, le plus possible, l'impôt, tout de suite. Mais si on se trompe, on oublie, on est pas mal foutu, on peut se reprendre. Mais il faut juste être patient pendant 1 an, mettons, si on fait ça. Ouais. C'est ce que je comprends, dans le fond. C'est ça. Et point important que je voulais dire, le lien que je vais mettre, évidemment, c'est un lien sur le groupe Facebook. Donc, les gens qui veulent qui cliquent là-dessus, vous allez devoir peut-être demander à devenir membre du groupe. On ne fait pas beaucoup de publicité dans le podcast, mais cette fois-ci, peut-être que ça serait intéressant. Puis le groupe est tellement pertinent, vous méritez de le découvrir, c'est sûr. Et l'autre point, tous les points qu'on a discutés, moi, je trouve ça vraiment important, c'est de rester dans la légalité, là. C'est pas de l'évasion, c'est de la planification puis de l'optimisation fiscale qu'on fait là, ici. Là. C'est pas de se sauver de l'impôt. Puis, moi, j'avais déjà entendu Robert Kiyosaki dire ça une fois. Il disait, les gens qui font de l'évasion fiscale, ils se donnent beaucoup de troubles, puis le risque est très élevé si tu te fais attraper. Il dit, alors qu'il y a tellement d'avenues possibles pour diminuer nos impôts qui sont légales, qui peuvent être faites avant de faire ça. Ça te permet de t'acheter une maison, ça te permet de garder tes... dans le fond, si tu ne déclares pas de revenus, même si tu as un congé parental, tu le perds. Je veux dire, il y a des avantages là, à payer ses impôts, autrement dit. Oui, tout à fait. Quand j'étais sur... faire une anecdote là-dessus, on parle d'évasion ou trouver des twists. Quand j'étais sur le parquet de la bourse, on avait des ristournes, genre, dépendamment de notre volume, la bourse nous envoyait un chèque. Donc, puis des fois, ça pouvait être des montants quand même assez importants. Et puis, je trouvais ça drôle. Moi, je transigeais au nom de ma compagnie, mais il m'envoyait un chèque à mon nom personnel. Je dis, correct. Moi, le premier réflexe, je vais le déposer dans mon compte personnel. Mon comptable, il a dit, c'est correct, tu peux le déposer en compte personnel, mais il faut que tu le déclares pareil. Je dis, ouais, mais Marc, j'ai dit, c'est dans mon compte personnel, ils ne s'en rendront pas compte. Ils se rendent compte de tout. Puis il dit, de toute façon, si un jour il s'en rend compte, il dit, tu vas payer l'impôt que tu aurais dû payer avec les pénalités, plus l'intérêt, ces pénalités. Il dit, si tu reçois un chèque de 10 000, au bout de la ligne, c'est comme tu vas avoir redonné ton 10 000 au complet, là. Fait que, tu sais, on va être notre bon citoyen, là. C'est correct on va laisser ça à chacun son emploi. On va laisser ça à Vincent et les comptables de faire de l'ingénierie financière, là, puis trouver des petits trucs optimisés. On va dire optimisés dans la légalité. Mais c'est sûr que si on triche, là, au bout de la ligne, ça ne vaut pas la peine. T'sais. On en parle souvent. Puis là, je fais une autre parenthèse. Là, le monde dit compagnie offshore et compagnie. Dans le trading, là, tout le monde veut se partir d'une compagnie à l'extérieur. Puis si on se fait pogner, avec les pénalités, on redonne 100%. Donc, je pense pas que ça vaut la peine. Là, je ne veux pas dire tant qu'à frauder, là, mais pour sauver quelques milliers de dollars, là, je sais pas. Ceux qui ont beaucoup d'argent, là, ils sortent du pays puis ils ont des fortunes. On parle de 500 millions et plus. Là. Ça vaut peut-être la peine de s'expatrier. Mais nous, le simple Québécois, là, commencer à bisouner pour sauver quelques milliers de dollars, je pense pas que ça vaut la peine. Oh oui, puis même bien dormir, parce que moi, il y a plusieurs années, j'ai eu le privilège de me faire vérifier. Là, puis la personne, elle a passé 2 semaines dans mes bureaux. Puis, dans le fond, elle a juste trouvé un avantage imposable. Tout était clean, mais c'était pas agréable quand même. Là. Mais imaginez-vous si j'avais plein de magouilles. Comment on se sent dans ce temps-là. On pourrait en faire un podcast. Moi, la madame était dans mon bureau, comme toi. J'avais sorti une table, puis elle avait un ruban à mesurer. J'ai dit, voyons, qu'est-ce que vous faites? Elle m'a dit, je mesure la grandeur de votre bureau. Et
Pour valider tout, là. Tout. Puis ils questionnent tout, là. M'en une facture à 30 $. Hey, c'est pourquoi ça? Je dis, oui. Ça fait 2 ans, je sais. OK, c'était. Fait que oui, dans le fond, on marche droit, puis on essaie d'optimiser. Mais, tu sais, dans tous les cas, tu sais, on a le comptable, on a le fiscaliste, mais c'est notre responsabilité, là, de superviser ça, là, puis de s'assurer qu'on est à notre affaire parce que l'info, il faut qu'on la donne au comptable, il faut qu'on la donne au fiscaliste aussi, là, pour qu'ils puissent travailler avec nous, là. Ben oui. Souvent, moi, je dirais que c'est toujours le client qui décide, mais c'est vrai que nous, on va toujours rester dans qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, la légalité, comme vous mentionnez, mais ultimement, c'est toujours au contribuable d'être le bon contribuable. Peut-être juste les offshore, là, tu sais, le montant est gros, les gens s'en vont. C'est de plus en plus populaire là, tu sais, que les gens restent ici, puis ils payent leurs impôts. Puis, Ben, c'est ça, moi, tu sais, pour ceux qui veulent s'enligner pour le transiger à temps plein, là, ceux qui veulent faire ça en compagnie, moi, je dis toujours, puis on en avait parlé dans un autre podcast, le premier 500 000 en compagnie, là, le taux d'imposition, c'est 18 à 20 %. Tu sais, ça vaut-tu la peine? Tu sais, 500 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent, là. Tu sais, il faut être un bon citoyen aussi, là, tu sais, payer 20 % d'impôts, je pense que n'importe qui n'a pas de mal à ça, là. Donc, tu sais, quand on va faire plusieurs millions, on pensera peut-être à s'enfuir puis s'ouvrir quelque chose ailleurs. Mais tu sais, au Canada, au Québec, là, le premier, on se met en compagnie, puis le premier 500 000, c'est 20 % d'impôts. 20 % d'impôts, je pense que tout le monde... tu sais, quelqu'un, il dit, moi, je vais m'en aller, mais tu sais, j'ai dit, ta famille, tes enfants, il dit, oui, mais tu sais, passer Noël en famille, des fois, là, ça n'a pas de prix. Là. Fait que, bref, tout ça pour dire que moi, pour 20 % là, je vais rester au Québec. Là. C'est un choix personnel. C'est ça. C'est ça. C'est tous des choix personnels. Fait que je termine avec ma petite maxime. Donc, le trader qui sait optimiser ses pertes fiscales aura plus de facilité à remonter la pente vers la profitabilité. Alors, bonne fin d'année à tous et optimisez vos impôts. Faites ce qu'il reste à faire. Il vous reste à peu près 2 semaines. Donc, 1 semaine parce qu'il faut se garder la période tampon. Bonne chance, puis je vous souhaite vraiment une bonne fin d'année à tous. Bon trading.